C'est la 4e fois aujourd'hui que j'ai l'immense honneur de m'adresser à cet aréopage en tant que président des États-Unis. Ce sera ma dernière fois. J'ai vu passer l'histoire. J'ai été élu pour la première fois en tant que sénateur en 1972. Et oui, je sais qu'on a l'impression que j'ai que 40 ans, je le sais. J'avais 29 ans à l'époque. Et à l'époque, nous étions à un tournant dans l'histoire, un moment de tension et d'incertitude. Le monde était divisé en deux par la guerre froide. Le Moyen-Orient se dirigeait vers la guerre. Les États-Unis étaient en guerre au Vietnam, la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis à l'époque. Notre pays était divisé, en colère et incertain quant à notre avenir. Mais même à l'époque, il y avait de l'optimisme face à ce désespoir. Les États-Unis et le monde ont traversé cette épreuve. Ce n'était pas simple, ce n'était pas facile. Il y a eu des pas en arrière, mais nous avons avancé pour continuer à réduire la menace des armes nucléaires grâce au contrôle des armes. Et nous avons réussi à mettre un terme à la guerre froide. Nous avons pu forger la paix. Nous avons mis un terme à la guerre au Vietnam. L'an dernier, j'ai rencontré les dirigeants du Vietnam. Nous avons élevé nos partenariats au plus haut niveau. Cela montre toute la résilience de l'esprit humain et la capacité que nous avons à nous réconcilier. Aujourd'hui, les États-Unis et le Vietnam sont des partenaires, des amis. Ce qui prouve bien que même en pleine guerre, il est possible d'avancer. Il est possible d'améliorer les choses. Il ne faut jamais l'oublier. Je l'ai vu pendant toute ma carrière. Dans les années 80, je me suis exprimé contre l'apartheid en Afrique du Sud et j'ai vu le régime s'effondrer. Dans les années 90, j'ai travaillé pour lutter contre les crimes de guerre. Et les coupables ont été tenus responsables. J'ai pu lutter contre les fléaux, contre les femmes et les filles aux États-Unis, mais dans le monde entier, comme vous l'avez fait également. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, en particulier pour lutter contre les violences, les viols et les violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre. L'attaque d'Osama Ben Laden et Al-Qaïda contre les États-Unis. Ensuite, nous avons traduit en justice Osama Ben Laden. Je pense que les États-Unis doivent se tourner vers l'avenir, affronter de nouveaux défis, de nouvelles menaces, de nouvelles opportunités nous attendent. Nous devons nous préparer pour lutter contre les menaces, relever les défis et saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Nous devons mettre un terme au chapitre de la guerre commencée par le 11 septembre. Président Obama m'a demandé de travailler sur l'Irak, ce que nous avons fait à un prix élevé. L'Afghanistan a ensuite remplacé le Vietnam comme guerre la plus longue des États-Unis. Je me suis décidé à y mettre un terme et c'est ce que j'ai fait. C'était une décision difficile à prendre, mais c'était la bonne décision. 4 présidents américains avaient été confrontés à ce choix, mais j'ai décidé d'agir et de ne pas laisser un 5e président prendre cette décision. C'était une décision accompagnée par des tragédies. 13 courageux Américains ont perdu la vie ainsi que des centaines d'Afghans lors d'une attaque à la bombe. Je pense à ces personnes tous les jours. Je pense aux plus de 2000 soldats qui sont morts pendant ces 20 années de guerre en Afghanistan. Plus de 20 000 soldats blessés au combat. Je les remercie pour leur service, pour leur sacrifice, pour leur héroïsme. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont battus à nos côtés. Nous honorons leur sacrifice également. Nous nous tournons vers l'avenir. J'ai souhaité également rehausser certains partenariats à des niveaux sans précédent. C'est ce que nous avons fait. Nous avons de nouveaux traités, de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats comme le Quad, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde.
Je le sais, beaucoup de personnes voient que le monde est déchiré aujourd'hui et désespéré. Beaucoup de personnes désespèrent, mais moi je ne désespère pas. Je ne désespérerai jamais. En tant que dirigeant, nous n'avons pas le luxe de désespérer. J'ai conscience des défis en Ukraine, à Gaza, etc. La guerre, la faim, le terrorisme, la brutalité, des déplacements de personnes, la crise climatique, la démocratie qui est foulée du pied, des vulnérabilités dans nos sociétés, les promesses de l'intelligence artificielle et les risques que cela accompagne. Mais j'ai vu tout ce que nous avons fait ensemble ces dernières décennies et cela me donne de l'espoir. Je sais qu'il est possible d'avancer. En 1990, une personne a décrit le monde en disant que lorsque tout s'effondre, lorsque le centre s'effondre, certaines personnes disent que ce monde est décrit comme en 1990, mais c'est une description qui convient également à notre temps. Mais il y a une grande différence. Aujourd'hui, le centre tient bon. Le cœur tient bon. Nous nous sommes mobilisés. Nous avons tenu. Nous avons surmonté la plus grande pandémie du siècle. Nous nous sommes assurés que le Covid ne contrôle plus nos vies. Nous avons défendu la Charte des Nations Unies. Nous nous sommes assurés que l'Ukraine survivrait comme nation libre. Mon pays a fait le plus grand investissement pour le climat, l'énergie propre que jamais. Il y aura toujours des forces qui essaieront de diviser notre pays, diviser notre monde. L'agression, l'extrémisme, le chaos, le cynisme, le désir de se replier sur soi et d'avancer seul. Notre mission, notre tâche consiste à nous assurer que les forces qui nous unissent sont plus fortes que celles qui nous divisent. Que le principe de partenariat que nous respectons ici chaque année en nous réunissant peuvent surmonter tous les défis. Que le centre, le cœur tiennent bon, encore et encore. Chers dirigeants, je suis convaincu que nous sommes à présent à un tournant de l'histoire. Les choix, les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront notre avenir pour des décennies. Est-ce que nous allons continuer à promouvoir les principes qui nous unissent? Allons-nous continuer à lutter contre l'agression? Allons-nous continuer à lutter contre les conflits? Allons-nous relever les défis comme le changement climatique, la faim, la maladie? Allons-nous saisir les opportunités d'une nouvelle révolution technologique? Je vais parler aujourd'hui de toutes ces décisions, de toutes ces actions, de toutes ces décisions que nous devons prendre. Pour commencer, nous sommes engagés en faveur de la lutte contre l'agression. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, nous aurions pu simplement protester. La vice-présidente Kamala Harris et moi-même savions que cela ne suffirait pas. Nous sommes une institution qui doit lutter contre ces agressions. Ainsi, nous avons offert énormément d'assistance humanitaire, économique et technologique. L'OTAN et nos partenaires, plus de 50 pays, se sont unis également, se sont mobilisés. Et surtout, les Ukrainiens se sont mobilisés et ont fait front. Je demande à ce que vous fassiez front également pour eux. La bonne nouvelle, c'est que la guerre d'agression de Poutine a échoué. Elle n'a pas atteint son objectif. Il a essayé de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est encore libre. Il a essayé d'affaiblir l'OTAN, mais l'OTAN est encore plus grande, plus forte et plus unie que jamais. Avec 2 nouveaux membres, la Finlande et la Suède. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous avons un autre choix à faire. Allons-nous poursuivre notre soutien à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse tenir bon, ou allons-nous abandonner et nous incliner face à cette agression? Je connais ma réponse. Nous ne pouvons pas nous lasser, nous ne pouvons pas fermer les yeux et nous n'abandonnerons pas l'Ukraine. L'Ukraine doit vaincre. Nous devons également respecter d'autres principes en cherchant à
gérer la concurrence avec la Chine pour que cette concurrence ne se transforme pas en conflit. Nous sommes prêts à coopérer sur les différents défis qui nous concernent tous. Nous avons à nouveau coopéré avec la Chine récemment pour mettre un terme à l'arrivée de narcotiques dangereux. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Les États-Unis sont toujours prêts à lutter contre la concurrence déloyale et contre les actions militaires dans la mer de Chine méridionale. Nous sommes toujours prêts à défendre le détroit de Taïwan et utiliser ou défendre nos plus grandes technologies pour qu'elles ne soient pas utilisées contre nos partenaires. En parallèle, nous allons continuer à renforcer notre réseau d'alliances et de partenariats dans la région Indo-Pacifique. Ces partenariats ne sont pas contre une nation, ce sont des composantes pour une région Indo-Pacifique sûre, prospère, en sécurité et en paix. De même pour le Moyen-Orient. Ce qui s'est passé le 7 octobre était une tragédie. Tous les pays ont la responsabilité de s'assurer qu'une telle attaque ne se reproduise pas. Des personnes ont envahi un État souverain et ont massacré des personnes, dont 46 Américains, dans leur foyer et dans un festival de musique. C'était un acte de haine. Il y a eu la violence sexuelle également. 250 innocents ont été pris otages. J'ai rencontré leurs proches. J'ai pleuré avec eux. Ils traversent un enfer. Des civils innocents à Gaza sont également en train de vivre un cauchemar. Des milliers de personnes trouvent la mort. Beaucoup d'assistants humanitaires également. Beaucoup de familles sont déplacées, se retrouvent dans des tentes, dans des camps de réfugiés, dans une situation très difficile. Ces personnes n'ont pas demandé la guerre commencée par le Hamas. J'ai proposé un accord de cessez-le-feu qui a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le moment est venu pour les parties prenantes de finaliser les termes de cet accord, rapatrier les otages et sécuriser Gaza et Israël. Libérer cette région de souffrance causée par le Hamas et mettre un terme à cette guerre, commencée le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, nous avons été déterminés pour empêcher que la guerre n'embrasse toute la région. Le Hezbollah a provoqué, durant l'attaque du 7 octobre, en lançant des roquettes en Israël. Et maintenant, il y a toujours des déplacés des deux côtés de la frontière israélo-libanaise. La situation est en train d'empirer, mais nous cherchons une situation diplomatique qui est toujours possible. Ça reste la seule voie vers une sécurisation pour les habitants des deux pays. C'est sur cela que nous travaillons sans relâche. Nous nous tournons vers l'avenir et nous devons faire face à la montée de la violence contre les Palestiniens innocents de Cisjordanie avec la solution à deux États, un monde où Israël profite enfin de la paix et où tous les Palestiniens vivent dans la dignité, la liberté et l'autodétermination dans leur propre État. Avancer vers la paix nous renforcera pour faire face à la menace iranienne. Ensemble, nous devons étouffer les agents terroristes qui ont provoqué l'attaque du 7 octobre et nous devons nous assurer que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Gaza n'est pas le seul conflit ignoble. Au Soudan, il y a une guerre civile et une des pires crises humanitaires qui se joue sous nos yeux. 8 millions de personnes au bord de la famine, des centaines de milliers de personnes déplacées, des atrocités. Les États-Unis mènent le monde lorsqu'il s'agit de fournir de l'aide humanitaire au Soudan. Et avec nos partenaires, nous faisons tout pour essayer de faire taire les armes et éviter une famine encore plus grande.
L'humanité doit arrêter d'armer les généraux et leur imposer d'arrêter de déchirer leur pays pour mettre enfin fin à cette guerre. Les gens ont besoin de plus que l'absence de guerre. Ils doivent avoir l'opportunité de vivre dignement. Ils doivent être protégés des ravages du changement climatique, de la faim, de la maladie. Le gouvernement américain a investi 150 milliards de dollars pour avancer dans les objectifs du développement durable. 20 milliards pour la sécurité alimentaire, 50 milliards pour la santé mondiale et des milliards d'investissements du secteur privé pour entreprendre l'action climatique la plus ambitieuse de l'histoire. Nous avons progressé pour rejoindre l'accord de Paris. Aujourd'hui, mon pays est enfin en chemin pour couper les émissions de moitié d'ici 2030. Pour que j'honore enfin ma parole d'aligner les budgets sur les besoins climatiques de notre planète. Nous avons donné 700 millions de doses de vaccins anti-Covid. Nous devons maintenant faire face aux nouvelles maladies en Afrique. 500 millions de dollars pour aider les pays africains à répondre à cette nouvelle maladie et vacciner leur population. Nous en appelons à nos partenaires pour en faire un engagement à plus d'1 milliard pour le peuple africain. Au-delà de la nourriture et de la santé, les États-Unis, le G7 et nos partenaires ont lancé une initiative ambitieuse pour développer le financement pour le monde en développement. On aide les pays à construire leur infrastructure, à faire la transition vers des énergies propres, à entreprendre leur transformation numérique, à poser les bases d'un avenir prospère. Ça s'appelle le partenariat pour l'investissement mondial pour l'infrastructure. On commence déjà à en tirer les fruits en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud. Et on doit continuer. Nous devons avancer ensemble et pour cela, nous devons construire une organisation des Nations Unies nouvelle et plus inclusive. Nous devons nous adapter à de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. C'est pour ça que nous voulons réformer et augmenter le nombre de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre ambassadeur des Nations Unies a proposé notre vision détaillée pour le monde de demain. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit entreprendre correctement son travail pour faire la paix, pour mettre fin à la souffrance et aux guerres. Et pour mettre fin à la prolifération des armes les plus dangereuses. Il va falloir stabiliser les crises en Afrique, à Haïti. Nous travaillons pour renverser ces tendances. Nous avons aussi une responsabilité, préparer nos citoyens pour l'avenir. On verra plus de changements technologiques, je pense, dans les 2 à 10 prochaines années que ce qu'on a vu dans les 50 dernières années. L'intelligence artificielle va changer notre vie, va changer la manière dont nous travaillons, va changer la manière dont nous faisons la guerre. Le progrès scientifique s'est accéléré comme jamais auparavant. Et ce progrès scientifique pourrait améliorer nos vies. Mais l'intelligence artificielle fait aussi peser des risques très importants, les deepfakes, la désinformation. On parle aussi de nouveaux pathogènes, d'armes biologiques. Il faut mettre en place les nouvelles normes, les nouvelles règles. Cette année, nous avons eu une résolution de l'Assemblée générale sur l'intelligence artificielle pour commencer à développer des règles mondiales. Nous avons aussi annoncé une déclaration sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, rejointe par 60 pays dans cette Chambre. Mais soyons honnêtes, ce n'est que la face immergée de l'iceberg. Ce qu'il faut faire pour gérer cette nouvelle technologie. On ne sait pas comment l'IA va évoluer ou comment elle sera employée. Personne n'a toutes les réponses.
Chers dirigeants, avec humilité, je vous pose deux questions. La première, comment, en tant que communauté internationale, gouvernerons-nous l'IA? Les entreprises, les pays se font concurrence pour traverser de nouvelles frontières, mais nous devons garantir la sécurité de l'IA. La puissance de l'IA augmente et ça veut dire qu'elle doit aussi être plus responsable, plus connectée à nos besoins et qu'elle soit partagée de manière équitable. On devrait utiliser l'IA pour fermer les écarts numériques, pas pour les creuser. On doit aussi faire en sorte que l'intelligence artificielle ne serve pas à saper les principes fondateurs des droits humains. On doit s'assurer que les capacités de l'IA soient employées pour aider les citoyens des pays, pas pour donner plus de pouvoir aux dictateurs, leur permettre d'enchaîner l'esprit humain. Ce sera peut-être la plus grande épreuve à laquelle nous ferons face en tant que dirigeants. Je conclurai avec ceci. Il y a tant de changements qui font face à nous, mais une chose ne doit pas changer. Nous ne devons jamais oublier qui nous représentons ici. Nous représentons le peuple. C'est inscrit dans les premiers mots de la Constitution américaine. Et ça a inspiré l'ouverture de la Charte des Nations Unies. J'ai fait de la préservation de la démocratie la cause centrale de ma présidence. Cet été, j'ai fait face à la décision de me présenter pour un nouveau mandat présidentiel. C'était une décision difficile. Être président a été l'honneur de ma vie. Il y a encore bien des choses que j'aimerais accomplir. J'aime beaucoup ce travail, mais j'aime encore plus mon pays. J'ai décidé, après 50 ans de service public, qu'il était temps pour une nouvelle génération de prendre la barre et de mener mon pays vers l'avenir. Chers dirigeants, n'oubliez jamais, il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Votre peuple est plus important. Votre peuple est ce qu'il y a de plus important. N'oubliez jamais que nous sommes ici pour servir le peuple et non pas l'inverse. L'avenir sera à ceux qui réussissent à réaliser le potentiel de leur peuple, les éduquer, les aider à aimer sans peur. C'est ça l'âme de la démocratie. Ça n'appartient pas à un pays en particulier. J'ai vu ça partout dans le monde. Des hommes et des femmes courageux qui ont mis fin à l'apartheid, qui ont abattu le mur de Berlin, qui se battent jour après jour pour la liberté, la justice, la dignité. Nous avons vu cet appétit de liberté au Venezuela. Ils voulaient un changement qu'on ne peut arrêter. Le monde veut la vérité. On l'a vu en Ouganda, les activistes LGBT qui réclamaient la sécurité, la reconnaissance de leur humanité commune. On a vu des citoyens partout dans le monde choisissant paisiblement leur avenir, du Ghana à la Corée du Sud. Une population qui représente un quart de l'humanité aura des élections cette année. C'est remarquable, la puissance du peuple. Cela me rend optimiste quant à notre avenir, plus optimiste que jamais. Depuis que j'ai été élu en tant que sénateur aux États-Unis en 1972, chaque génération fait face à ces défis. Je l'ai vu en tant que jeune homme, je le vois aujourd'hui. Mais nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. Et ce qui semble impossible n'est enfin qu'une illusion. Nelson Mandela nous a appris, et je cite, « Tout semble impossible jusqu'à ce que ça soit accompli ». Ça a toujours l'air impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Chers dirigeants, il n'y a rien qui soit hors de notre portée si nous travaillons ensemble. Donc, travaillons ensemble. Dieu vous bénisse tous et Dieu protège tous ceux qui cherchent la paix. Merci.